Bonjour et merci à tous pour votre présence virtuelle aujourd'hui pour ce webinaire de la CARSAT Pays de la Loire, animé en collaboration avec nos voisins et collègues de la CARSAT Bretagne. Je suis Vincent Berton, ingénieur conseil au sein de l'assurance maladie risque professionnel à la CARSAT des Pays de la Loire située à Nantes. Alors, ce webinaire vous est proposé dans le cadre de l'action régionale sur le risque biologique dans la filière viande qui a pris fin récemment et on souhaite vous en dresser un rapide bilan lors de cette prochaine heure. Alors, évidemment, comme tout webinaire qui se respecte, quelques petites règles à chaque fois spécifiques en fonction de l'outil utilisé. Nous avons aujourd'hui l'onglet chat pour signaler tout problème de connexion. Alors, si vous déplacez votre souris en bas à droite vers le chat, vous trouverez l'onglet facilement. Ça, c'est tout problème technique lié à la connexion à ce webinaire, ou d'entente, ou de bien entendre ce qui se dit. L'onglet questions, pour poser vos questions liées vraiment les questions de fond sur le thème du webinaire. Sachez qu'un replay sera disponible et d'ores et déjà, les fichiers, alors peut-être attendez la fin de la séance, mais si vous cliquez sur Apps, APPS, un peu à gauche du chat, et que vous recliquez sur Partage de fichiers, vous pouvez télécharger les données que l'on souhaitait partager avec vous aujourd'hui. Voilà, donc ce webinaire sera commenté aujourd'hui par deux collègues en plus de moi-même, donc Gwenaëlle Judic et Samuel Morin, ainsi que deux modératrices qui nous répondront tout au long de la séance, mais plutôt à la fin, mais ça ne vous empêche pas de poser vos questions dès maintenant. Carole Bolo et Delphine Pénisson. Gwenaëlle, je vais te laisser la main, et puis moi, quant à moi, je vous retrouve dans quelques diapos. À toi, Gwenaëlle. Bonjour à tous, Gwenaëlle Judic. Donc, je suis contrôleur de sécurité au groupe Agrocommerce sur la Loire-Atlantique Nord. Donc, le webinaire se déroule en 3 parties. D'abord, un point sur la recommandation sur le risque biologique dans la filière viande. Puis, on abordera le bilan de l'action régionale. Et pour finir, on abordera la maîtrise de la ventilation pour réduire le risque. Alors, la recommandation régionale. Donc, je vais d'abord définir ce qu'est une recommandation au sens large, puis je présenterai la recommandation qui nous intéresse, à savoir les risques biologiques dans la filière viande. Donc, en tant qu'assureur des risques professionnels, la CNAM, Caisse nationale d'assurance maladie, et les CARSAT émettent des recommandations techniques à destination des entreprises. Ces textes sont élaborés et adoptés par des représentants des organisations professionnelles et syndicales qui siègent dans les comités techniques nationaux, donc les CTN, et les comités techniques importants pour éviter la survenue d'accidents du travail et de maladies professionnelles, car elles définissent les bonnes pratiques de prévention de risques liés à une activité et elles s'appuient sur les règles de l'art de la profession. Donc là, on a quelques recommandations sur le slide. On a notamment sur la droite celle relative à la conduite en sécurité de certains équipements que l'on retrouve largement dans les entreprises, comme celle de droite, la R480, donc c'est le CACES chariot de manutention automoteur à conducteur porté, qui représente pas loin de 55% des CACES délivrés chaque année. Au centre, on a la recommandation régionale sur la sécurisation des scies à ruban dans l'agroalimentaire. Et sur la gauche, on trouve une recommandation qui est déployée dans la grande distribution, portant sur la mise en rayon, dont l'objectif est de réduire les risques liés à la manutention et à la manipulation de produits lors de la mise en rayon. Alors, pourquoi une recommandation sur le risque biologique dans la filière viande ? Il y a eu plusieurs faits marquants dans notre région, avec des foyers d'ornithose dans des abattoirs de canards, et en 2008, une épidémie de fièvre Q dans un abattoir de bovins. De plus, les partenaires sociaux souhaitaient également travailler sur ce sujet, et de surcroît, une note d'opportunité avait été émise par la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc, comment est conçue cette recommandation ? Comment a été construite cette recommandation ? Donc, il s'agit d'un travail collectif
qui est mis en place par une commission régionale avec l'aide de la CARSAT Bretagne. Comme expliqué précédemment, la commission est composée de partenaires sociaux de façon strictement paritaire, avec 3 membres du collège employeur et 3 membres du collège salarié, ainsi que 5 membres institutionnels représentant la CARSAT Bretagne et la CARSAT Pays de la Loire, et également 2 experts. En effet, la commission régionale, afin d'enrichir l'approche sur le sujet, a souhaité faire appel à 2 experts extérieurs, à savoir un médecin du travail et un vétérinaire qui était également directeur de la direction départementale de la protection des populations en Sarthe. Les travaux qui ont été issus de cette commission régionale ont été validés par les partenaires sociaux et la recommandation a été adoptée donc, par le comité technique régional des industries et commerces de l'alimentation, commerce non alimentaire des Pays de la Loire le 11 octobre 2016 et mis en application le 1er juillet 2017. Cette recommandation a été également adoptée dans 5 autres CARSAT, donc la CARSAT Bretagne, la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté, Nord-Est, Aquitaine, il doit m'en manquer une. En ce qui concerne le champ d'application, donc sont concernées toutes les entreprises d'abattage, de récupération et de traitement des coproduits, de découpe et de transformation de produits à base de viande, de transport d'animaux vivants, de viande et de déchets, ainsi que les personnels des sociétés qui interviennent bien sûr sur ces sites, donc le personnel intérimaire, les prestataires, ainsi que les agents de nettoyage, de maintenance et d'activité du bâtiment. Donc, bilan de l'action régionale. Pardon. Donc, l'action régionale visait 3 objectifs. Donc, le premier objectif, c'était c'était communiquer, promouvoir la recommandation risque biologique dans la filière viande. À ce titre, nous avons, en juin 2021, fait un webinaire pour présenter cette recommandation. Deuxième objectif, une phase de sensibilisation pour sensibiliser plusieurs secteurs d'activité sur ce risque. Et puis, troisième objectif, agir et donc développer l'appropriation des bonnes pratiques de prévention. Alors, la cible de l'action régionale. Donc, la cible représentait 260 entreprises avec 10 entreprises de nettoyage, 10 entreprises pour l'intérim, 10 entreprises pour le nettoyage, 103 pour l'intérim, pardon, et 147 entreprises concernant l'abattoir et prestataires de services et entreprises de transformation de produits à base de viande. Et donc, les interventions se sont faites sur un échantillon de ces 260 entreprises. Donc, en termes de description de l'action, donc en fait, on a identifié des mesures socles dans la recommandation, avec des mesures socles de priorité 1, qui étaient attendues au démarrage de l'action en septembre-novembre 2021, et des mesures socles priorité 2, qui étaient attendues au plus tard à la fin de l'action en décembre 2022. On trouve sur le slide à droite la fiche descriptive de l'action qui avait été transmise en amont de l'action et notamment en amont du webinaire. Nous nous sommes appuyés sur le service sur notre service communication de la CARSAT afin de pouvoir mettre à disposition des affiches auprès des entreprises pour qu'ils puissent sensibiliser les salariés aux risques biologiques. Donc, en termes de mesures de prévention, 8 grandes thématiques sont identifiées. Donc, on a l'identification des risques, évaluation, information et communication, qui se traduisent dans les faits par une évaluation des risques et une information des salariés, comme par exemple lors de l'accueil des nouveaux arrivants. La conception des lieux et des situations de travail, avec des mesures type plan de circulation et flux d'air. Des mesures techniques avec du captage à la source des polluants et des protocoles de nettoyage de l'environnement et des équipements. Des mesures d'hygiène collective comme des moyens de lavage des mains sans contact manuel.
des mesures de protection individuelle et de la surveillance et du suivi du risque biologique. Donc je vous remercie et je laisse la main à mon collègue Vincent Berton. Merci Gwenaël. Donc effectivement, tu l'as dit, 260 établissements ciblés, donc 147 de l'industrie agro, 10 du nettoyage, 103 de l'intérim, et ça s'est traduit sous forme de visite. On n'est pas allé visiter tous ces établissements. On a été visiter 19%, enfin 20% de la cible de l'agro, alimentaire, 50% du nettoyage et 8% de la cible intérim. Ça s'est traduit pour les mesures de priorité 1, donc on va dire les mesures vraiment de base pour lesquelles une injonction était souvent justifiée, par 33 injonctions dans ces différents établissements visités. Et pour les mesures de priorité 2, donc importantes mais un peu moins importantes que celles qui étaient en priorité 1, ou un peu moins faisables rapidement en tout cas, 25 courriers formels, on va dire, et une injonction. Alors, quelques exemples, enfin, on va dire deux exemples d'injonctions ou de mesures que l'on demandait. Par exemple, pour une priorité 1, dans les entreprises de nettoyage, on demandait d'intégrer le risque biologique et les mesures de prévention appropriées dans les plans de prévention qui étaient rédigés avec les clients de l'agroalimentaire. Et puis une autre mesure demandée, soit sous forme d'injonction, mais souvent sous forme de courrier, en termes de priorité 2 pour les entreprises de nettoyage, demander à l'entreprise cliente le plan de circulation du personnel en identifiant les zones à risque biologique. Voilà, c'est des choses qui peuvent paraître anodines, mais qui sont très importantes, et vous allez le voir, dans les points d'amélioration qu'on a repérés, on les retrouve assez régulièrement. Donc, voilà, il y avait les bonnes pratiques identifiées, des fiches de sécurité alertant les visiteurs des risques, en incluant bien sûr le risque biologique. Les quarts d'heure prévention, alors qui existaient parfois, mais pas forcément en intégrant le risque biologique, ou n'existaient pas du tout. Donc en tout cas, on a relevé quand même des bonnes pratiques assez récurrentes sur ce quart d'heure qui intégrait ce risque biologique. Et puis des consignes traduites en plusieurs langues pour pouvoir être effectivement comprise de tous et de toutes, et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Hein. Donc voilà. Les mesures peu maîtrisées ou les points d'amélioration, hein, comme on peut dire, le captage au plus proche du réservoir, la gestion des flux d'air pour respecter la segmentation des zones ou le confinement. On va avoir un zoom tout à l'heure sur la ventilation, hein, par notre collègue Samuel Morin qui prendra la main juste après moi. Et l'adaptation de la pression des jets de lavage pour éviter la création d'aérosols. On peut donner comme exemple voilà, le fait qu'on demande 40 bars maximum. Il n'y a pas de règle officielle sur ces 40 bars. On a pris ce chiffre-là en imaginant que c'était la moyenne pression, et on est parti sur ce chiffre-là. D'autres points de progrès, d'amélioration, procédure en cas de contamination, côté intérim, comment je mets en place une traçabilité permettant d'informer toute personne qui est intervenue sur le site de son exposition potentielle à un agent comment dire, infectieux. La formalisation de l'accueil et la formation au poste, hein, toujours pour l'intérim. La gestion des plans de prévention, dont on en parlait tout à l'heure, les plans de circulation, incluant des zones à risque. Alors voilà, c'était un portrait un bilan très court qui n'est pas terminé, puisqu'il va être complété par notre collègue Samuel Morin. En tout cas, pour ce qui est des Pays de la Loire, vous avez les contacts ici. De toute façon, ce document sera disponible. Donc voilà, Muriel Dehoux pour l'industrie agroalimentaire, Delphine Pénisson-Brochot pour tout ce qui est intérim et entreprise sous-traitante du nettoyage. Voilà, je vais te laisser la main, Samuel, pendant que la transition de PowerPoint se fait. Et donc Samuel Morin, qui est contrôleur de sécurité, qui va vous parler de ventilation et qui est basé à la CARSAT de Bretagne. Samuel, à toi.
Oui, bonjour. Donc, effectivement, Samuel Morin, contrôleur de sécurité en Bretagne. Je fais partie du CIMPO, c'est le Centre international de mesures physiques de l'Ouest. Et à ce cadre, donc, on intervient dans la région Bretagne, mais également au Pays de Loire, notamment pour conseiller les entreprises dans leurs projets de mise en place de ventilation des locaux. Donc là, on va faire un petit focus sur justement la ventilation, comment maîtriser la ventilation afin de contenir et de réduire le risque biologique. Donc on verra les objectifs et les enjeux justement d'une ventilation. On va faire un petit focus sur le rappel réglementaire. On va parler de captage à la source, donc on va vous expliquer un petit peu ce que c'est et puis vous présenter des exemples. Tout système de captage, que ce soit à la source ou de ventilation générale, doit être compensé. On verra une petite vidéo qui explique bien le phénomène. Et après, on verra un petit peu les objectifs que l'on peut marquer dans un cahier des charges en vue des fournisseurs qui doivent répondre donc, et s'engager à tenir ces objectifs. Et on fera un petit focus sur les opérations de nettoyage. Excuse-moi Samuel, excusez-moi, je me permets d'intervenir. Est-ce que tu peux juste baisser un petit peu ton micro? Alors, baisser, je vais baisser un peu. Baisser un petit peu, on entend. Voilà. C'est bon? Ok. Ouais, c'est bien. Merci. Très bien. Donc, avant de parler d'enjeux et d'objectifs, on va faire un petit focus sur le captage à la source et la ventilation générale. Donc, c'est vraiment deux aspects qu'on différencie dans la ventilation. Ces deux petits schémas expliquent très bien donc, la différence entre un captage localisé qui a pour but justement d'aspirer le polluant avant même qu'il ne se disperse dans l'atelier, comparé donc à l'exemple de droite qui est une ventilation générale où là, effectivement, le polluant a le temps de se disperser dans ce local, voire même dans les locaux adjacents, avant d'être évacué dehors. Que ce soit en ventilation générale et en captage localisé, vous voyez qu'on fait toujours apparaître une entrée d'air, puisque s'il n'y a pas cette entrée d'air-là, ça ne peut pas fonctionner. Ce schéma-là, juste pour vous faire voir un petit peu de ce qui est un réseau de ventilation, tout simplement. Donc, on a plusieurs captages à la source qui vont être raccordés à un réseau de ventilation avec un système de filtration si nécessaire et un ventilateur qui va rejeter les polluants à l'extérieur. En complément, justement, on va pouvoir mettre une ventilation générale, comme on peut le voir donc en haut à gauche, avec une entrée d'air et des dispositifs d'extraction en partie basse à droite qui vont faire compléter en fait les capteurs, les systèmes de captage localisés pour continuer à compléter l'assainissement de l'air. Donc l'objectif numéro 1 pour nous, ça va être justement de développer avant tout le captage des polluants à la source puisque, comme on l'a vu tout à l'heure, ça évite que le polluant se disperse dans l'atelier, mais surtout ça évite que ce polluant atteigne les voies respiratoires des salariés. Donc c'est vraiment l'objectif numéro 1. De plus, le captage de polluants à la source, ou captage localisé, donc va éviter la dispersion et donc les phénomènes de condensation. Par exemple, quand on parle de vapeur d'eau, si on capte ces vapeurs, à la source, eh bien, ça va éviter qu'elles ne se dispersent dans l'atelier et qu'elles provoquent de la condensation sur les parois ou sur le plafond. Et enfin, ces systèmes-là permettent de limiter les débits à mettre en œuvre, donc vont permettre surtout de réduire les coûts d'installation et également les coûts d'utilisation pour plus tard. Le captage à la source, bien évidemment, ne peut pas être toujours mis comme on veut, et cetera. Et puis de toute façon, il va falloir maîtriser la température, l'humidité, et cetera. Donc, on va compléter ces captages à la source par des systèmes de ventilation générale qui ont donc, pour lesquels on aura une attention particulière afin de bien maîtriser les flux d'air, puisqu'on va éviter qu'il y ait de l'air provenant de locaux dits sales vers des locaux propres. Donc, on va vraiment essayer de déterminer la maîtrise des flux d'air, justement, pour qu'il y ait toujours un flux d'air qui aille du côté propre vers le côté sale et éviter donc les risques de contamination. Donc, on l'a vu, ces systèmes doivent permettre aussi de réguler la température et l'humidité. Et également, la ventilation générale va permettre de limiter les phénomènes de condensation qui sont propices au développement de bactéries, puisque les bactéries aiment bien l'humidité.
Et tout ça, donc ces systèmes de ventilation générale doivent être mis en place avec un regard attentif sur le fait de ne pas engendrer d'inconfort thermique pour les salariés. On verra tout à l'heure un petit peu les objectifs à atteindre pour éviter justement ces systèmes d'inconfort thermique. Pour ce qui est de la réglementation, le code du travail précise que, il y a en fait, enfin, spécifie 2 zones, 2 types de locaux, ce qu'on appelle les locaux à pollution, non spécifique. Ce sont en fait comme les bureaux où il n'y a de la pollution de l'air liée uniquement à la présence humaine. Et les locaux à pollution spécifique, où là, on va avoir en plus de la pollution humaine, de la pollution liée soit aux aliments, soit au process de fabrication, etc. Et le code du travail précise bien qu'il y a obligation de capter les polluants à la source avant même de parler de ventilation générale pour assainir l'air. Le code du travail précise également qu'il y a d'obligation d'apporter de l'air neuf dans l'ensemble des locaux. Alors ça, c'est un petit, c'est effectivement une faiblesse des locaux agroalimentaires. Dans la plupart du temps, on a du mal à avoir de l'air neuf dans l'ensemble des locaux. Or, le code du travail est bien précis, hein, lorsqu'on est sur des ateliers de fabrication, qu'on soit sur un travail léger ou un travail soutenu ou intense, il y a de l'apport d'air neuf à mettre en œuvre. Et par exemple, pour un travail soutenu, on va être autour de 60, on va avoir au minimum 60 mètres cubes par heure et par occupant à apporter dans le local. Donc ça, c'est une imposition réglementaire. Donc, pour répondre à ça, la priorité, ça va être d'utiliser ce qu'on appelle des CTA, des centrales de traitement de l'air, comme on peut le voir ici. C'est en fait des systèmes qui viennent donc souffler de l'air à l'intérieur du local, en récupérer une partie et vont permettre de réguler en température le local et voire même en humidité. L'avantage de ces dispositifs, c'est que ici à droite, on peut voir en fait un système où on peut faire rentrer de l'air neuf. Donc ça se règle avec des volets. Et nous, ce qu'on recommande pour ces systèmes-là, c'est d'apporter environ 10% d'air neuf de façon à assainir complètement le local et s'assurer qu'il y ait un renouvellement en air neuf suffisant pour l'ensemble des salariés. Par contre, lorsqu'on utilise des évaporateurs, comme on peut le voir en bas, eh bien, les évaporateurs, par définition, ne font que du recyclage. Donc, on est à 100% recyclage et donc ne permettent pas de répondre à la réglementation. Donc, dans ce cas-là, il faut mettre en place des dispositifs complémentaires. On verra tout à l'heure. Par exemple, ça peut être de mettre des systèmes de captage localisés de façon à avoir des flux d'air qui traversent ces locaux de façon à apporter un minimum de flux d'air neuf. Et le code du travail impose également pour les chefs d'entreprise de tenir à jour ce qu'on appelle un dossier d'installation. Et ceci pour chaque installation de ventilation, que ce soit la simple VMC, au dispositif de captage localisé ou de ventilation générale, il doit y avoir un dossier d'installation. Ce dossier d'installation, il doit comporter toutes les informations techniques concernant l'installation. Ça peut être donc le descriptif de l'installation, qu'est-ce que je dois faire en cas de panne, quelles sont les opérations de maintenance que je dois faire périodiquement, etc. Tout ça, c'est consigné dans ce dossier, pardon. Et ce dossier, donc, pour pouvoir le remplir, il va falloir faire donc la demande auprès de votre fournisseur de vous informer sur justement ces opérations qui doivent être faites régulièrement. Et dans ce dossier d'installation, il doit y avoir également ce qu'on appelle les mesures, des valeurs de référence. Donc, ce sont les mesures de vitesse et de débit qui doivent être réalisées à la mise en service de l'installation. Et également toutes les mesures qui seront faites ensuite périodiquement, puisque le Code du travail impose que chaque installation de ventilation doit être vérifiée tous les ans. Et effectivement, le constat que l'on peut faire, notamment dans l'agroalimentaire, c'est que c'est rarement effectué et que donc on ne connaît pas à terme, en fait, l'efficacité des dispositifs d'installation, s'ils sont assez efficaces pour protéger les voies respiratoires des salariés. Donc le but vraiment, le but final de ça, de faire ces contrôles périodiques, c'est vraiment de s'assurer que les salariés sont toujours protégés par les systèmes que j'ai mis en place. Donc on a parlé de captage à la source, donc voici un petit peu des exemples concrets de ce qu'on appelle captage à la source.
Le premier système, c'est une hotte aspirante qui permet en fait de capter les vapeurs à la sortie d'une baratte. Ce système permet avec seulement 1500-2000 m3 d'évacuer efficacement les vapeurs avant qu'elles ne se dispersent dans l'atelier et provoquent de la condensation. Si on n'avait pas mis cette hotte, ce qu'on peut voir régulièrement, c'est justement la mise en place de gros ventilateurs qui vont peut-être délivrer 20-30 000 m3 qui sont là pour évacuer l'ensemble de toute la vapeur qui se sera dispersée dans le local. Donc vraiment, on s'aperçoit que le captage à la source permet vraiment de réduire les débits et est très efficace pour une évacuation sans que les salariés soient exposés aux vapeurs. Autre système de captage localisé qu'on peut présenter, c'est ce qu'on appelle des dosserets aspirants ou des caissons aspirants qui ont pour but de capter en fait les poussières des volailles dans les zones d'accrochage, par exemple, de façon, encore une fois, à ce que les salariés soient protégés au niveau des voies respiratoires. Et ces dosserets aspirants peuvent également être utilisés, notamment pour la fabrication de mixtes, en fait, pulvérulents, enfin de mélanges à base de pulvérulents qui encore là ont pour rôle de capter les poussières résiduelles avant qu'elles n'atteignent les voies respiratoires. Souvent, quand on est dans l'agroalimentaire, ces poussières sont allergisantes, donc on évite en fait on évite justement que ces allergisants n'atteignent les voies respiratoires des salariés. Et donc là, on va parler maintenant de la compensation en air neuf. On va vous mettre une petite vidéo qui va vous permettre de comprendre ce que c'est que la compensation en air neuf. Principe numéro 7, compenser les sorties d'air par des entrées d'air correspondantes. Donc là, le but, c'est de remplir donc, le caisson entièrement de fumée. Et l'avons fermé hermétiquement. Si l'on met en route le système d'aspiration, l'extraction sera totalement inefficace. Mais si on laisse entrer de l'air de compensation, regardez. Alors là, j'attire votre attention sur le fait qu'effectivement, grâce à cette ouverture, on va pouvoir aspirer les fumées, mais on peut remarquer que déjà, ça fait beaucoup de bruit puisqu'en fait, l'ouverture est très faible par rapport donc au débit qui va être aspiré. Et donc, le risque de ça, c'est de créer des turbulences comme on a pu voir, donc créer des courants d'air qui vont être source d'inconfort thermique et également possibilité de créer du bruit par les interstices par lesquels l'air va pouvoir rentrer. Donc, on répète encore une fois que tout système de captage, que ce soit les captages à la source ou les systèmes de ventilation générale, dès lors qu'on extrait de l'air, on devra le compenser. De toute façon, l'air, même si on ne le compense pas, va rentrer automatiquement dans le local, sauf si vraiment on est complètement étanche. Et dans ce cas-là, donc, on est vraiment obligé de compenser l'air par des débits équivalents. On va dire équivalent, parce que ça peut être un peu plus, un peu moins, on verra ça tout à l'heure. Mais donc compenser les débits équivalents qui sont extraits. Sinon, le système de captage ne peut pas marcher ou mal fonctionner. Là, on va vous présenter des exemples justement de systèmes de compensation non maîtrisés. Là, on est dans un local de production agroalimentaire et ce qu'on peut voir en fait, c'est que les bavettes là sont dirigées vers le local. Et ça nous permet déjà de voir qu'il y a une partie de l'air entrant qui vient du local à côté. Et dans ce cas-là, on avait un local déchet, donc avec un risque de contamination bien sûr des produits qui étaient manipulés dans le local. Donc là, donc un exemple de non-maîtrise de la compensation en air neuf. Là, c'est une entreprise qui a mis en place une hotte aspirante pour aspirer les calories et les vapeurs issues des viennoiseries qui sortaient des fours. Et l'entreprise avait bien pensé justement à essayer de compenser l'air en mettant des grilles, ce qu'on appelle nous des grilles statiques. C'est tout simplement des ouvertures avec des ventelles qui vont se régler et qui donnent directement sur l'extérieur. Or, ces grilles étant relativement petites et avec des ventelles, il y a donc une résistance à l'air qui fait que l'ensemble de l'air ne peut pas passer
dans cette grille. Donc, ce qui se passait dans l'entreprise, c'est qu'on voyait les portes sectionnelles qui étaient bombées, qui pouvaient même s'abîmer, parce que l'air avait tendance à vouloir rentrer par toutes les entrées d'air qui pouvaient être présentes dans le local. Et quand on a commencé à chercher un petit peu avec des tests au fumigène, à savoir d'où provenait cet air, eh bien en fait on s'est vite aperçu que si on ouvrait le local déchet, eh bien on avait la fumée qui était effectivement qui provenait de ce local et qui était dirigée vers le local de production. Donc encore une fois, dès lors qu'on a une ventilation, même des ouvertures à l'extérieur, on n'est pas sûr de maîtriser le flux d'air entrant lorsqu'on met des gros débits d'aspiration. Et là, c'est un dernier exemple d'une compensation non maîtrisée. C'est un exemple d'entreprise où on venait faire la réception d'un local accrochage, l'exemple qu'on vous a fait voir tout à l'heure. Donc, il y avait bien des caissons aspirants, il y avait bien une gaine de compensation pour compenser l'air des caissons aspirants. La zone d'accrochage était sur un caillebotis donnant sur une zone contaminée, puisque c'était l'arrivée des quais vifs. Et on s'est vite aperçu en fait que les portes, elles étaient abîmées, qu'on ne pouvait pas les fermer avec les grooms qui étaient défectueux, tout simplement parce qu'en fait, ils avaient mis en place des extracteurs au niveau de la zone pluie maison et de la zone échaudage avec de très forts débits, on pouvait être de l'ordre de 60 000 m3, et que bien sûr la compensation n'avait pas été pensée à cette époque-là. Et donc ce qui se passait, c'est que tout l'air passait par les deux portes et notamment par la zone accrochage. La zone accrochage qui, je rappelle, est une zone fortement polluée, et donc on avait une partie de cet air pollué qui arrivait au niveau de la zone de pluie maison et d'échaudage. Et de ce constat, on nous a effectivement dit que les services vétérinaires avaient pu constater un risque de contamination à ce niveau-là. Donc voilà les dangers qu'il peut y avoir lorsqu'on ne maîtrise pas bien l'air entrant. Là, par contre, on va vous présenter maintenant des exemples d'air compensé avec une bonne maîtrise. Donc ici, nous sommes dans une zone de découpe de poissons où il n'y a pas de pollution spécifique, mais on a quand même besoin d'assainir l'air. Donc ce qui se passait, c'est qu'on a mis en place des grilles d'aspiration au-dessus des salariés avec des gaines textiles qui permettaient, donc diamétralement opposées, qui permettaient en fait de balayer l'ensemble du local et donc d'assainir l'air, sans courant d'air, sans que les gens ne supportent de l'inconfort thermique. Là, c'est un système où on a à droite donc des fours qui ont tendance à réchauffer le bâtiment. Donc, pour retirer ces calories, on a fait des retombées. L'entreprise a fait donc des retombées pour essayer d'isoler partiellement donc ces fours. Et on a mis des extracteurs en toiture. Et pour compenser l'air qui était aspiré par ces extracteurs, on a mis en place en face des gaines textiles qui permettent de compenser à débit équivalent l'air extrait par les extracteurs en toiture. Donc, nos recommandations pour une bonne maîtrise des flux d'air, donc c'est en priorité d'utiliser des systèmes de compensation d'air mécanisés, donc ce qu'on appelle les CTA, des centres des centres de traitement d'air, donc comme on a pu voir tout à l'heure. Et ensuite, c'est de reporter en fait sur un plan de masse les débits extraits et les débits qui sont apportés dans les locaux. Donc ça, c'est à votre frigoriste ou en tout cas la personne qui est responsable de la mise en place de vos systèmes de ventilation de vous donner ça. Mais par contre, ce n'est pas une obligation pour lui. Donc il va falloir le demander dans votre cahier des charges, d'avoir un plan de masse de la maîtrise des flux d'air. Donc là, si je prends l'exemple ici, en vert, on a mis donc les débits qui sont les débits qui sont introduits et en rouge les débits qui sont extraits. Si je prends juste l'exemple ici du premier local, en fait c'est du traitement de foie, d'accord. Donc une opération très critique auquel il ne faut pas être pollué. Donc on va faire rentrer plus d'air que l'on en extrait, ce qui fait qu'une partie de l'air va vouloir ressortir du local, c'est ce qu'on appelle être en surpression, et cet air va ensuite être dirigé vers les locaux les plus sales, de manière à avoir un bon balayage du flux d'air et une maîtrise du flux d'air. Donc en fait, c'est pour ça que l'intérêt d'à chaque fois que je mets un système de ventilation dans une entreprise, c'est de penser à l'air que j'introduis et à l'air qui est extrait pour maîtriser les flux d'air. Ensuite, on va recommander d'utiliser des gaines textiles dites à diffusion totale ou poreuses.
Voilà, c'est un peu les termes qu'on emploie. Là, vous avez 2 photos pour illustrer justement ce qu'on appelle, justement ces gaines textiles. Donc dans le premier cas, en haut, vous avez en fait ce qu'on appelle une gaine à diffusion, pas totale, mais justement avec des trous, hein, qui viennent, souffler de l'air à une vitesse d'air importante, puisque là on était autour de 8 mètres par seconde, ce qui créait au niveau des opérateurs des vitesses d'air de l'ordre de 1 mètre par seconde. Et donc là, vu qu'on avait une température de l'ordre de 8 degrés, on était vraiment avec une présence d'inconfort thermique et des salariés qui se plaignaient vraiment d'être dans le froid. Donc on a fait remplacer ces gaines textiles par une gaine textile qu'on voit en bas. Donc cette fois-ci, sur le schéma de gauche, vous voyez qu'elle diffuse sur un angle important et sans trou. Ce qui fait que voilà, c'est un peu le principe du Gore-Tex en fait, hein. C'est vraiment le système là. Et dans ce cas-là, on vient souffler de l'air à petite vitesse et lorsqu'on a fait des mesures, il n'y avait plus du tout de courant d'air au niveau des opérateurs. Ensuite, l'autre possibilité, c'est d'utiliser des équipements qui sont munis de leur propre système de compensation. Ça, c'est l'exemple qu'on peut avoir au niveau des hôtes de cuisine. Donc, c'est un dispositif où j'aspire et en même temps, je rejette de l'air. C'est la même chose ici pour un lave-ustensile ou un lave-vaisselle, voilà, pour capter les vapeurs. Donc le principe, il est clairement expliqué ici, hein. Je fais introduire de l'air de l'extérieur. Je peux mettre ici un système de chauffage, voire même un système de refroidissement. Ça vient souffler l'air dans le local et j'ai le système d'aspiration, ma hotte, qui ensuite extrait les vapeurs et les condensats et les polluants vers l'extérieur. Donc ça, c'est des systèmes dits avec système de compensation intégré. Donc maintenant, on va passer aux objectifs qui sont attendus quand on parle justement de ventilation. On va d'abord parler des objectifs quand on met en place un système de captage localisé. On vous a dit tout à l'heure que le système de captage localisé était à prioriser pour toujours dans le but de protéger les salariés. Mais pour capter efficacement les polluants, en fonction du polluant que l'on a, de la granulométrie, si je suis au niveau de la vapeur ou au niveau de la poussière, eh bien, il faut que je respecte certaines vitesses. Et donc, il faut que le fournisseur, lui, s'engage à assurer les vitesses qui sont recommandées par l'INRS, que ce soit les vitesses de captage, mais également les vitesses de transport, surtout quand on est en présence de poussière, car si j'ai des vitesses de transport qui sont insuffisantes, la poussière va pouvoir se déposer dans les conduits et on peut déjà encrasser les conduits, donc réduire l'efficacité au fur et à mesure du système d'aspiration. Et surtout, quand on a des poussières combustibles, on augmente fortement le risque d'incendie dans les conduits. Le deuxième objectif, c'est justement quand on est en cas d'aspiration de matière combustible, l'installation devrait être conforme à la réglementation ATEX en vigueur, hein. Donc, on va mettre en place des solutions pour éviter que ça explose. Et en plus, on va mettre des solutions pour limiter les effets délétères en cas d'explosion. Donc ça, c'est à vous, chef d'entreprise, de préciser que vous êtes en présence de matières combustibles et dans ce cas-là, le fournisseur doit, lui, prendre ça en compte et vous fournir les solutions qui sont liées à ces matières. Le niveau sonore est un point très important concernant la ventilation, car si quelque chose fait trop de bruit, on l'éteint. C'est quelque chose qu'on constate régulièrement. Donc, quand on parle de captage localisé, on va demander, quoi qu'il arrive, un niveau sonore inférieur ou égal à 75 dBA, voire même 65 dBA quand on a déjà une ambiance qui est plus faible que 75 dBA. Par exemple, c'est tout simplement les postes de pesée, les postes de préparation donc de mélange de poudre, etc., où généralement il y a très très peu de bruit. Et si on fait un niveau sonore supérieur à 65 dBA, les gens vont couper ou vont réduire la ventilation. Donc ça, c'est vraiment un point à noter dans votre cahier des charges. Ensuite, on va demander à ce que l'air aspiré soit rejeté à l'extérieur du bâtiment. L'introduction d'air, là je ne reviens pas là-dessus, on en a parlé suffisamment avant, donc bien penser à compenser l'air et où est-ce que la compensation va se faire. Et puis, dans votre cahier de charges, vous devez demander à votre fournisseur, puisqu'encore une fois, ce n'est pas une obligation du fournisseur, même si on peut le déplorer, mais en tout cas, de demander à avoir une réception avec des valeurs de référence. Donc ça veut dire votre fournisseur l'obliger à faire des mesures une fois que l'installation est effectuée pour vous donner ces valeurs et ensuite les tenir dans le dossier d'installation.
Et puis, nous avons des objectifs particuliers pour la ventilation générale qui sont les suivantes. Donc, la ventilation générale ou les systèmes de compensation doivent permettre de ne pas créer de courant d'air, à savoir donc des vitesses inférieures ou égales à 0,2 mètres par seconde au niveau des épaules des opérateurs lorsqu'on a des températures inférieures à 17 voire 15 degrés. On va également demander à ce qu'il y ait une maîtrise de la différence de température du soufflage et la température ambiante qui doit être inférieure ou égale à 3 degrés. Sinon, même si on n'a pas de courant d'air, ce qu'on appelle un effet de douche froide, puisque le froid a tendance à retomber. Donc, si on a des températures, enfin une différence de température importante, eh bien, cet air va vouloir redescendre, donc créer justement cette sensation de froid sur les opérateurs. S'arrêter à la bonne température, effectivement, ce qu'on constate, assez régulièrement, c'est que généralement, quand on fait des mesures de température, quand on intervient dans une entreprise, on s'aperçoit que, on peut être à des températures en dessous de la consigne. La consigne qui est, effectivement imposée par le produit que je vais transformer. Notamment dans la viande, par exemple, des fois on nous dit qu'il faut une température de consigne à 8 degrés et quand on fait la mesure, on est régulièrement à 5-6 degrés. Donc déjà, ça fait des consommations plus importantes. Donc au prix de l'énergie actuelle, c'est bien de se mettre vraiment à la bonne consigne. Et puis en plus, encore une fois, ça peut créer de l'inconfort thermique. Et ça, c'est lié aussi au bon positionnement de la sonde de température. Ce qu'on peut voir, en fait, c'est que des fois, on met la sonde de température en hauteur parce que ça évite qu'elle soit sale, etc. Mais si on met en hauteur, bien sûr, on aura tendance à mesurer l'air chaud, qui aura tendance à monter. Et puis, si on ne capte pas les vapeurs, etc., ça nous est arrivé de voir en fait des sondes de température qui étaient chauffées tout simplement par la vapeur et donc demander à faire toujours du froid alors qu'en bas, on avait les bonnes températures. Donc, l'idéal, c'est d'essayer de positionner la sonde de température à peu près au niveau des voies respiratoires des salariés, voire même idéalement au niveau du produit qui est manipulé pour avoir la vraie température au niveau du produit. Et puis là, encore une fois, le niveau sonore est très important. Donc, on demande à ce que tous les systèmes de ventilation aient un niveau sonore inférieur ou égal à 65 dBA. Maintenant, les évaporateurs, par exemple, si on prend des bons évaporateurs, il n'y a aucun souci pour atteindre cet objectif de 65 dBA. Par contre, effectivement, on s'est aperçu là récemment, dans des entreprises, si on ne demandait pas cet objectif, on nous met des évaporateurs qui font 75 dBA et les salariés se plaignent vraiment du bruit ambiant. Et puis là, on va finir par un petit focus sur les opérations de nettoyage. Alors, quand on parle de nettoyage, la priorité, c'est un peu comme le captage à la source, ça va être de prioriser l'utilisation de tunnels de lavage qui sont fermés et qui évitent d'avoir justement de la condensation un peu partout dans le local. L'autre point qu'on peut utiliser, c'est des tunnels de lavage, surtout quand on lave des caisses, par exemple. Par contre, généralement, on a sur ce type de tunnel qu'une simple ventilation au centre du tunnel pour essayer de mettre en dépression justement le tunnel et éviter que les vapeurs ne ressortent. Généralement, on voit que juste le conduit au milieu du tunnel ne suffit pas. Et ce qu'on fait rajouter régulièrement, ce sont des hottes aspirantes en sortie du tunnel, comme on a pu voir un petit peu au niveau de la baratte, qui permet notamment de capter les vapeurs résiduelles qui peuvent ressortir du tunnel, mais également, surtout, les vapeurs résiduelles des caisses qui sont encore chaudes et qui continuent à émettre dans le local. Donc, c'est pour ça l'intérêt de mettre ce type de hotte aspirante. Alors, la priorité, c'est de le mettre en sortie, mais ça peut être bien aussi de le mettre en entrée si on a quelques fumées résiduelles qui ressortent. Donc, un exemple ici, justement, de tunnel équipé de son propre système de ventilation, entrée du tunnel à gauche et sortie du tunnel à droite. Dans le cas de la sortie du tunnel, en fait, ce qu'on avait recommandé quand même, puisqu'ils avaient quand même un petit peu de vapeur à pouvoir ressortir, c'était de rallonger juste ce tunnel avec de la tôle inox ou toute autre paroi lavable pour justement empêcher que les fumées résiduelles qui sortaient avec les caisses ne puissent se disperser dans le local. Voilà un petit peu les recommandations que l'on pouvait faire sur ce tunnel.
Et puis lorsqu'on a des opérations à effectuer manuellement, c'est le cas par exemple, des grandes clayettes, des grands chariots, qu'on vient laver à la main avec un jet, eh bien l'idéal serait en fait d'essayer de confiner cette zone de lavage, à l'aide de retombées, comme on peut le voir, sur le schéma de principe, qui permet justement de faire un volume de rétention, qui permet de laisser en fait la vapeur rester dans ce volume de rétention avant qu'elle ne soit évacuée. Ça permet encore une fois d'éviter à ce que toute la vapeur puisse se disperser dans le local. Et puis le petit rond rouge que l'on voit en bas à droite, c'est tout simplement de bien penser à évacuer l'eau, puisque si on laisse l'eau continuellement, surtout de l'eau chaude, au sol, elle continue encore une fois à émettre. Et dans ce cas-là, on fait de la condensation également sur les parois et sur le plafond. Et nos préconisations générales, lorsqu'on parle de nettoyage de locaux, puisqu'il faut bien nettoyer les locaux, eh bien, dans ce cas-là, tant que c'est possible, il faudrait essayer de compenser l'air, cette fois-ci avec 100 d'air neuf, d'accord? 100 de l'air qui vient de l'extérieur, parce que si on fait du recyclage, bien, en fait, cet air continue à absorber de l'humidité et finit par être saturé en humidité. Donc, en fait, on ne vient plus du tout assécher le local. Alors, idéal, ce qu'on recommande, c'est 25 à 30 volumes du local par heure. Ensuite, on va disposer justement le système d'aspiration et de compensation en étant diamétralement opposé pour qu'on ait un bon balayage du local et éviter les zones mortes. Bien penser au système d'écoulement d'eau, je vous en ai parlé juste avant. Pareil, avoir un niveau sonore inférieur à 65 dBA. Et l'idéal, encore une fois, voilà, on sait très bien que ce n'est pas toujours le cas, que c'est peut être difficile à faire, mais ça serait de chauffer l'air entrant entre 16 et 21 degrés. Encore une fois, pourquoi? Parce qu'en chauffant l'air, eh bien, on lui rend la capacité d'absorber plus d'humidité. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a certaines entreprises qui ont réfléchi à ça et ça leur permet en fait vraiment de nettoyer les locaux une demi-heure avant la mise en production, puisque avec ce système-là, 100% air neuf et réchauffé, en fait, ils arrivent à assécher assez rapidement le local. Voilà, donc moi j'en ai fini pour ma partie. Quelques documents sur lesquels en fait on peut trouver des informations complémentaires par rapport à la ventilation. Donc ça va être l'ED 6008 de l'INRS qui donc sur les règles de base de ventilation. On a aussi un document qu'on a sorti spécifiquement pour l'accrochage des volailles, donc avec tous les objectifs à atteindre pour protéger les salariés et pour améliorer le confort thermique, puisqu'on sait très bien que ce poste est un poste vraiment très dur pour les salariés. Ensuite, nous avons le TJ5 de l'INRS qui reprend en fait toutes les obligations réglementaires en termes de ventilation. Et tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui est résumé dans une fiche de prévention qui va incessamment qui existe et qui est téléchargeable, qui reprend en fait toutes les règles de base en termes de ventilation pour limiter le risque biologique. Voilà, j'en ai fini avec ma partie. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, je ne vois pas de questions. En tout cas, alors c'est peut-être dans le chat. Parce que ah oui, d'accord. Bonjour à tous. Donc, effectivement, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans l'onglet questions en bas à droite. On puisse y répondre. En attendant vos premières questions, je vais partager une demande qui a été faite tout en début de ce webinaire sur les affiches. Donc, si vous souhaitez vous procurer les affiches pour sensibiliser vos salariés aux risques biologiques en fonction de la filière dans laquelle vous travaillez, vous pouvez soit les retrouver sur notre site internet, mais également vous pouvez contacter la CARSAT par le biais de votre contrôleur de sécurité ou bien directement sur notre site internet en nous demandant les affiches et on pourra vous faire parvenir des affiches imprimées que vous pourrez ensuite afficher dans vos locaux. Toujours pas de questions pour le moment, donc c'était très clair pour vous. Écoutez, si vous n'avez pas de questions, on se tient à votre disposition, votre interlocuteur de la CARSAT également par le biais du site internet et autres. Si vous ne connaissez pas aujourd'hui le nom de
votre interlocuteur. Donc vous pourrez les poser par la suite. Comme je l'ai indiqué également dans le chat, donc le replay vous sera automatiquement envoyé à partir du moment où vous vous êtes inscrit. Vous pourrez également le retrouver sur le site internet de la CARSAT Pays de la Loire. J'en profite pour remercier l'ensemble des équipes qui ont travaillé sur la réalisation de ce webinaire, les intervenants que vous avez pu voir là au cours de cette présentation, mais également toutes les personnes qui étaient derrière l'écran, plutôt sur les aspects organisation, technique, etc. Et je vous souhaite à tous une excellente après-midi. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.